Une femme va mystérieusement disparaître pour réapparaître des semaines plus tard. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Est-ce un kidnapping, une fugue ou bien autre chose encore? Aujourd'hui, la triste histoire d'Amber Gerweck. Direction Jacksonville dans le Michigan. Le 12 avril 2011 est un jour comme les autres pour Diane Spice quand le téléphone sonne. C'est l'employeur de sa nièce, Amber, au téléphone. Il l'informe qu'elle ne s'est pas présentée au travail depuis 2 jours. Amber Gerweck a 32 ans. Elle est maman de 4 enfants dont elle partage la garde avec son ex-époux. Elle travaille en tant qu'assistante administrative dans un cabinet de conseil en contrat avec la sécurité intérieure, mais en plus de ça, elle suit des cours la préparant à passer un diplôme en administration médicale. Et ne pas se rendre au travail sans en informer son employeur n'est pas du tout dans les habitudes d'Amber. Donc son absence inquiète sa tante qui pense au début qu'elle est probablement juste malade. Alors elle décide d'aller lui rendre visite. Elle habite à seulement quelques minutes de son domicile. Lorsqu'elle arrive, elle frappe à la porte pendant plusieurs minutes, mais personne ne répond. Elle écoute alors à la porte pour voir si quelqu'un se trouve à l'intérieur, mais elle n'entend aucun bruit. Quelques minutes plus tard, Diane, trouvant la situation inquiétante, appelle la mère d'Amber, Jackie Seeger, pour lui demander si elle a eu des nouvelles d'Amber récemment. Jackie lui explique l'avoir eu au téléphone le 9 avril, soit quelques jours auparavant. Durant cet appel, Amber était très bavarde, comme à son habitude. Elle avait dit à sa mère que les enfants étaient chez leur père ce week-end et qu'elle avait juste prévu de rester chez elle pour réviser. Elle n'avait jamais parlé de rater le travail, donc ces absences inquiètent sa mère qui décide d'appeler Amber sur son téléphone portable. Elle l'appelle, mais aucune réponse. Elle tombe directement sur le répondeur. Inquiet, ses parents qui résident loin de chez leur fille en Géorgie demandent alors à sa tante, Diane, d'aller déclarer sa disparition. Diane va donc déclarer la disparition de sa nièce au commissariat de Blackman Township. En moins d'1 heure, des officiers sont chez Amber afin de s'assurer qu'elle va bien, mais après avoir fouillé son appartement, ils doivent se rendre à l'évidence. Elle n'est pas là, elle a bien disparu. Au premier abord, rien ne semble sortir de l'ordinaire, l'appartement n'est pas en désordre, il n'y a aucun signe d'altercation, mais soudain, quelque chose attire l'attention des officiers. Ils trouvent le sac d'Amber abandonné près de la porte. Il manque son portefeuille et les clés de son véhicule. D'ailleurs, son véhicule, lui aussi, a disparu. Dans la chambre à coucher, ils se rendent compte qu'elle n'a pris aucun vêtement avec elle et découvrent son téléphone, ses livres scolaires et même son ordinateur portable qui est encore allumé sur le lit. Les indices retrouvés sur les lieux font penser aux enquêteurs qu'Amber se serait juste levée et aurait quitté son appartement de son plein gré, mais ce qui rend les officiers suspicieux, c'est qu'Amber n'a pas pris son téléphone avec elle. Et pour cause, la plupart des gens ne quittent pas leur domicile sans leur téléphone. La famille d'Amber trouve aussi ça étrange et inquiétant, d'autant plus qu'Amber est très attachée à son téléphone et elle n'aurait, selon eux, jamais quitté son appartement sans le prendre avec elle. Les détectives commencent alors à se demander pour quelle raison elle aurait quitté son appartement subitement, comme ça, sans prendre son téléphone, et ils en arrivent à 2 conclusions. Soit elle l'aurait tout simplement laissé chez elle parce qu'elle ne voulait pas être contactée, soit, solution plus effrayante, c'est que quelqu'un se serait introduit dans son appartement et l'aurait kidnappée. Mais qui voudrait lui faire du mal? La police interroge ses amis, ses proches, ainsi que son ex-mari, mais après enquête, personne ne semble suspect. Cependant, en Géorgie, ses parents sont convaincus que leur fille n'aurait jamais disparu d'elle-même, en tout cas sans en informer sa famille. Ils sont persuadés que quelque chose de grave a dû lui arriver. Le travail d'Amber lui donnant accès à des informations sensibles, sa famille se demande alors si sa disparition n'est pas liée à son travail. Il s'imagine alors le pire et se pose plein de questions.
Et la police aussi est inquiète après tout, plusieurs jours se sont déjà écoulés depuis sa disparition. Quand il rentre au poste, le détective en charge de l'enquête entre le nom d'Amber dans une base de données qui les alertera automatiquement si Amber ou son véhicule réapparaissent pour quelque raison que ce soit ou que ce soit. Sa famille est inquiète, ils ne savent pas quoi faire, ils sont encore une fois en Géorgie, alors par où commencer, qui contacter, quoi faire? Ils sont désemparés. Quand seulement 3 heures après avoir déclaré sa disparition, ils reçoivent un appel de la police. Sa voiture a été retrouvée abandonnée sur le parking d'un magasin Dollar General de Tunnel Hill en Géorgie. Ses parents trouvent ça particulièrement étrange. Pour quelle raison sa voiture se trouverait-elle à 965 km du Michigan, donc de là où elle habite? Il pense que ça doit être une erreur, mais en tout état de cause, l'enquête avance enfin. Et ce qui laisse la police perplexe, ce n'est pas la distance qui sépare le parking où a été trouvée la voiture d'Amber de son domicile, mais le fait que son véhicule ait été retrouvé à proximité du domicile de ses parents. En effet, le parking du Dollar General se trouve à seulement 56 km de leur domicile de Calhoun. Selon la police de Tunnel Hill, le SUV a été abandonné dans le parking 2 jours auparavant, ce qui soulève de nombreuses questions. Amber a-t-elle conduit elle-même ou a-t-elle été forcée par quelqu'un à conduire son véhicule jusqu'à ce magasin puis forcée à l'abandonner? Mercredi 13 avril 2011, le détective Burnett contacte alors la famille et leur demande de se rendre au commissariat du comté de Whitfield en Géorgie pour discuter d'un nouveau développement dans l'affaire. Quand il les rencontre pour la première fois, il les interroge sur le genre de personne qu'est Amber. Puis il leur annonce que sa carte de crédit, son permis de conduire ainsi que la clé de son véhicule ont été retrouvés sur le siège avant de son véhicule. Et ça, c'est particulièrement étrange. Pourquoi Amber aurait-elle laissé les clés de son véhicule à l'intérieur de sa voiture fermée si elle utilisait ce véhicule pour se déplacer? Précisons tout de même qu'aucun signe d'altercation n'a été retrouvé sur les lieux, mais ça inquiète malgré tout les enquêteurs. Il révèle également aux parents un autre indice crucial. C'est un ticket de caisse du magasin Dollar General qui a été retrouvé à l'intérieur de la voiture. Ils ont enfin une piste. Peu importe qui est la personne qui a conduit la voiture, cette personne a effectué des courses dans ce magasin et a probablement été filmée par les nombreuses caméras de surveillance présentes. Grâce au ticket de caisse, ils savent vers quelle heure ont été effectués les achats. La police pense ainsi aisément pouvoir retrouver l'identité de la personne qui se trouvait dans le véhicule d'Amber. Les enquêteurs se rendent donc dans le magasin et demandent au manager de voir les images des vidéosurveillance du 10 avril prises vers 8h04 du matin, heure indiquée sur le ticket de caisse. Et ce que vont voir les enquêteurs va les laisser perplexes. On peut voir sur ces images une femme blanche entrer à l'intérieur du magasin. Elle porte un sweatshirt bleu ainsi qu'un jean et une paire de tennis. On la voit parcourir les allées, prendre des produits, puis se rendre à la caisse. Le caissier vient ensuite la voir, elle paye ses achats, puis sort du champ de la caméra. Quand son père voit les images, il est sous le choc. Il se rend tout de suite compte que c'est sa fille, et il ne comprend pas pourquoi elle n'a pas cherché à les contacter, et surtout, il est inquiet pour elle. Il lui semble qu'Amber regardait directement la caméra de surveillance comme si elle essayait d'attirer l'attention sur elle. Malheureusement, il n'y a pas de caméra de surveillance dans le parking du Dollar General, donc nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'elle a bien pu faire après ses achats. Et la famille doit accepter cette triste réalité. Amber a disparu depuis 3 jours et ils ne savent pas ce qui a bien pu lui arriver. Ils se sentent impuissants de ne rien pouvoir faire. Bientôt les recherches s'intensifient, les policiers focalisent leur attention sur le marécage boueux de Tunnel Hill, situé aux alentours du magasin Dollar General, et malheureusement ou heureusement, aucun nouvel indice n'y est retrouvé. Et ça va faire bientôt 4 jours qu'Amber a disparu. Son père n'arrive plus à dormir à la nuit, il ne sait plus quoi faire,
émotionnellement parlant, il est au plus bas, mais il décide de ne pas se laisser abattre et part à la recherche de sa fille. Il se rend donc au magasin Dollar General, il entre à l'intérieur et arpente les allées du magasin, mais malheureusement, il ne trouve aucun indice pouvant faire avancer l'enquête. À l'extérieur du magasin, il y a un vaste marécage boisé, comme je vous le disais. Il décide donc de le fouiller. Déterminé, il parcourt les hautes herbes à la recherche de sa fille, voire même dans la boue. Et même s'il est terrifié à l'idée de ce qu'il pourrait trouver, il tient bon. Mais après avoir parcouru une distance conséquente, il ne peut plus aller plus loin. Il s'assoit alors dépité et triste à l'idée de devoir rentrer chez lui sans sa fille. Lundi 18 avril 2011, le bureau du shérif demande alors l'aide du bureau d'enquête de Géorgie car ils ont plus de ressources et plus d'hommes à leur disposition. Les enquêteurs de Géorgie se mettent rapidement au travail, ils lancent d'importantes recherches dans tout Tunnel Hill car ils sont conscients qu'en cas de disparition, les premiers jours sont cruciaux et que les indices peuvent disparaître ou être effacés assez rapidement. Il leur faut donc agir vite. Ils espèrent retrouver Amber vivante, mais ils savent qu'ils doivent quand même, dans le doute, se préparer au pire. Les environs du magasin où Amber a été vue pour la dernière fois sont donc passés au peigne fin. Les voies ferrées qui passent à côté du magasin ainsi que les marécages à proximité du Dollar General sont fouillés afin de s'assurer qu'elle ne se trouve pas dans les bois. La police interroge également les voisins, mais tout comme le père d'Amber, après de longues heures de recherche, ils reviennent bredouille, et c'est pour eux un grand coup au moral. Et les parents d'Amber sont d'autant plus inquiets qu'ils ont déjà vécu un drame similaire auparavant. Et l'issue a été tragique. Et c'est la mère d'Amber qui a vécu cette situation similaire. Un hiver, son frère était parti en voiture pour se rendre à une fête, mais il s'était perdu et s'était retrouvé bloqué par la neige. Et il a été retrouvé 2 jours plus tard, mort de froid. La famille Seeger avait peur de revivre un drame une nouvelle fois. Et les jours et les semaines passent, et en dépit des recherches menées par la police, Amber est toujours introuvable. Désespérés, les parents d'Amber dévouent tout leur temps libre à la recherche de leur fille. Le frère d'Amber, Sean, crée un avis de recherche comportant 3 photos, dont une photo d'un grand tatouage représentant un ange qu'Amber avait sur son épaule. C'est un tatouage que sa mère n'a jamais apprécié, mais qui, elle ne le sait pas encore, allait se révéler capital pour la suite de l'enquête. Les Seeger distribuent cet avis de recherche dans tout le sud-est des États-Unis. Ils le postent également sur Facebook et demandent à tous leurs amis de le partager. Et triste concours de circonstances, le 27 avril, le nord-ouest de la Géorgie est touché par une série de tornades de force 4. C'est une période particulièrement éprouvante pour les forces de l'ordre. Ils ne peuvent plus consacrer autant de temps à l'enquête. Ils doivent désormais secourir de nombreuses personnes. Donc l'enquête sur la disparition d'Amber n'est plus vraiment d'actualité. Ils n'ont plus que 2 ou 3 heures par jour à accorder à son cas. Et ça va dévaster la famille qui commence à perdre espoir. Le mercredi 4 mai 2011 à 13h30 du matin, le détective Sims contacte les Seeger et leur demande de se rendre au commissariat car il doit discuter avec eux de quelque chose d'important. Les parents se rendent donc au commissariat du comté de Gordon et là-bas on leur annonce qu'ils vont être interrogés séparément. Le détective Sims discute alors avec la mère d'Amber et lui explique qu'après avoir mené une enquête approfondie, ils n'ont trouvé aucune preuve qu'Amber ait été victime d'un kidnapping. Il lui explique alors qu'ils ne savent plus quoi faire, parce qu'ils n'ont plus aucune piste à suivre, ce qui est particulièrement difficile à entendre pour la mère d'Amber. Mais le pire reste à venir. Dale, le père d'Amber, ne le sait pas encore, mais il va devenir le suspect principal de cette affaire. En effet, le détective va lui expliquer que quelqu'un l'a accusé de savoir où se trouve Amber et de l'aider à se cacher. Et Dale est choqué de ces accusations. Mais la police est désespérée de retrouver Amber, ils se doivent d'étudier toutes les pistes, donc y compris celles concernant le père, même si, il faut le dire, l'agent Sims ne croit pas vraiment en sa culpabilité. Il lui explique également qu'il ne peut pour l'instant malheureusement plus rien faire pour eux,
car encore une fois, ils sont dans l'impasse. Les Siegel quittent le commissariat, dépités, persuadés qu'ils ne reverront probablement jamais leur fille, mais heureusement pour eux, ça ne sera pas le cas. Un miracle va se produire. Le 4 mai 2011, à 17h15, seulement quelques heures après les entretiens du couple Siegel, l'agent Sims reçoit un coup de fil inattendu du bureau du shérif du comté de Whitfield. On lui dit de contacter le département de police de Joliet, dans l'Illinois, car un détective souhaite lui parler. Donc l'agent Sims le rappelle, et ce dernier lui explique qu'une femme, correspondant à la description d'Amber, a été retrouvée errant dans un parc. Elle avait interpellé des policiers, leur avait expliqué qu'elle avait perdu la mémoire et qu'elle ne savait pas qui elle était. À Joliet, l'histoire de cette jeune femme amnésique avait attiré l'attention des médias locaux qui souhaitaient aider cette Jane Doe à retrouver son identité. Une personne qui avait déjà vu l'avis de recherche diffusé sur Facebook par la famille d'Amber avait donc contacté la police, et c'est pour cette raison qu'ils souhaitaient parler à Sims. Et c'est ainsi que seulement 2 heures après être rentrés chez eux, les Siegel reçoivent un appel de l'agent Sims leur annonçant la nouvelle, et ils précisent que cette femme a un ange tatoué dans le dos sur son épaule droite. Il envoie aux Siegel une photo de la mystérieuse jeune femme prise à l'hôpital, et les parents reconnaissent immédiatement Amber. Ils explosent de joie et fondent en larmes. Leur fille est vivante, mais son père remarque quelque chose d'étrange sur la photo. Il voit clairement que sa fille n'a pas l'air d'aller bien. Son regard semble vide, et elle a l'air changée. Malgré ça, la famille est heureuse. Ils montent donc en voiture afin de rejoindre leur fille au plus vite. Le lendemain matin, quand ils arrivent à l'hôpital, une infirmière informe Dale de l'état de santé d'Amber. Elle lui explique que physiquement tout va bien, mais la chose qui ne va pas, c'est sa mémoire. En effet, Amber souffre d'une maladie mystérieuse appelée amnésie globale transitoire. Et l'amnésie globale transitoire se produit en général chez les personnes de 50 à 70 ans, mais touche aussi plus rarement les personnes de moins de 40 ans. Et les causes de cette amnésie sont inconnues. Elle peut être déclenchée par différents facteurs, dont un stress émotionnel ou psychologique. Les personnes atteintes d'une amnésie globale transitoire perdent soudainement mais temporairement la capacité à mémoriser de nouveaux souvenirs. Elles peuvent alors avoir du mal à savoir où elles sont ou quelle est la date, mais n'ont généralement pas de problème pour reconnaître l'identité de leurs proches. Cependant, dans certains cas, les personnes touchées oublient également certains événements qui se sont déroulés avant l'amnésie. Après un épisode, la confusion disparaît rapidement, même si les personnes ne se souviennent pas de ce qui s'est passé pendant l'épisode. À cause de ça, Amber ne se souvenait pas avoir été mariée, ni même avoir eu des enfants. Elle ne se souvenait de sa vie que jusqu'à ses 12 ans, et elle avait oublié tout le reste, toute sa vie adulte. Quand elle se regardait dans le miroir, elle ne reconnaissait même pas son propre visage. Elle s'attendait à voir le visage d'une enfant, mais elle voyait dans le miroir le visage d'une adulte qu'elle ne connaissait pas. Dans l'après-midi, on donne enfin aux Siegers l'autorisation de voir leur fille. Quand ils la retrouvent enfin, elle est dans sa chambre et tient dans ses bras une petite peluche en forme de chien que le personnel de l'hôpital lui a donnée. Et quand elle voit ses parents, elle serre fort sa peluche contre elle et fond en larmes. Elle leur avoue qu'elle ne les reconnaît pas et qu'elle ne sait pas qui ils sont. Son père et sa mère font alors tout pour la rassurer. Amber se souvenait de leur apparence, mais de leur apparence quand elle était petite, et là, avec l'âge, elle ne les reconnaissait plus. Elle dira plus tard que de ne pas savoir qui étaient ses parents était encore plus douloureux de ne pas savoir qui elle était, elle. Les jours suivants, ses parents lui parlent de sa vie d'avant, afin de l'aider à se remémorer toutes ces années. Sa mère lui donne une broche en forme d'ange qu'elle portait souvent, car elle savait qu'Amber avait toujours aimé les anges. Elle lui explique également qu'elle avait porté cette broche pendant toute la durée de sa disparition, dans l'espoir qu'elle soit retrouvée un jour, et elle lui a dit qu'elle la lui donnait dans l'espoir qu'elle retrouve son identité. À la fin de la semaine, on lui présente ses 4 enfants. Elle les rencontre les uns après les autres pendant une demi-heure. Elle explique qu'elle a aimé passer du temps avec eux, mais qu'elle ne les reconnaissait pas.
Mais ses enfants en tout cas étaient ravis de retrouver leur maman. Une fois sortie de l'hôpital, elle a enfin pu commencer son long processus de rétablissement pour retrouver son identité. Néanmoins, de nombreuses questions restent sans réponse. Que s'est-il passé la nuit de sa disparition ? Heureusement, avec le temps, Amber a réussi à se souvenir de cette nuit. Elle se souvient que la nuit de sa disparition, elle l'étudiait, quand, en début de soirée, elle a décidé de faire une pause pour se rendre dans une supérette à proximité pour aller acheter une glace. Elle se rappelle être sortie pour prendre sa voiture quand elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone. Elle avait juste pris ses clés et son portefeuille. Mais elle s'était dit que c'était pas bien grave. Après tout, elle ne s'absentait que quelques minutes, inutile de remonter jusque chez elle. Elle s'est donc rendue à la supérette à chercher une glace en particulier, mais ne l'a pas trouvée. Et après, c'est le trou noir. Elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé ensuite. C'est comme si elle s'était réveillée à l'hôpital. Les médecins pensent que les 3 semaines suivantes, elle a fait ce qu'on appelle une fugue dissociative. La fugue dissociative, c'est une forme rare d'amnésie dissociative qui peut durer de plusieurs heures à des mois, voire même plus longtemps. Si la fugue dure dans le temps, la personne peut s'éloigner énormément de son domicile et elle peut même jusqu'à se forger une nouvelle identité sans être consciente des changements opérés dans sa vie. Souvent, une fugue dissociative est pour une personne un moyen d'échapper à une situation de stress profond. Au cours de la fugue, la personne peut sembler agir normalement ou ne paraître que légèrement confuse. Toutefois, une fois la fugue terminée, la personne se retrouve sans souvenir de ce qui s'est passé durant la fugue. Et une fois la fugue terminée, nombreuses sont les personnes qui se souviennent en tout cas de leur identité passée et de leur vie jusqu'au début de la fugue, mais certaines personnes oublient une partie de leur passé et dans des cas très rares, la personne ne se souvient de rien ou n'a pratiquement aucun souvenir de son passé. De ce fait, malheureusement, la fugue dissociative est souvent prise à tort pour de la simulation. Certaines fois, une psychothérapie peut aider la personne à se souvenir des événements qui ont eu lieu durant la période du fugue, mais il faut le dire, ça se révèle souvent inefficace. On ne sait pas ce qui provoque cette fugue dissociative, on sait seulement qu'elle est probablement déclenchée par un événement hautement traumatisant. À de nombreuses reprises, Amber a évoqué le vague souvenir le soir de sa disparition d'avoir eu peur d'un homme qui marchait derrière elle et qui lui a posé la main sur l'épaule droite afin qu'elle se retourne. Mais elle ne se souvient rien de plus. Ses parents pensent que quelqu'un l'a attrapée par derrière et lui a fait quelque chose qui l'a terrorisée et l'a poussée à s'enfuir. Et encore aujourd'hui, Amber est terrifiée à l'idée de ne pas savoir ce qui s'est passé avec cet homme et pendant ces 3 semaines et demie qu'ont duré sa disparition. Elle a décidé d'arrêter d'y penser pour son propre bien et accepter le fait qu'elle avait perdu tout souvenir de ces 3 semaines et qu'elle ne s'en souviendra probablement jamais. 1 an après sa disparition et avec l'aide d'un psychologue, Amber a commencé à se remémorer certains de ses souvenirs perdus et ils étaient très douloureux, si douloureux que c'est peut-être ces souvenirs qui ont provoqué son amnésie. Elle s'est rappelée avoir trompé son mari, elle s'est rappelée avoir abandonné ses 4 enfants, et retrouver ses souvenirs ont été la pire partie, le dira-t-elle plus tard, de son rétablissement. Son psychiatre lui a alors expliqué qu'elle avait inconsciemment développé cette amnésie comme moyen d'échapper au traumatisme de l'échec de son mariage qui avait eu lieu 5 ans avant. Mais heureusement pour la famille Seeger, ils ont pu retrouver leur fille saine et sauve. Et ce n'est malheureusement pas le cas de nombreuses familles. En effet, certaines personnes ayant souffert de fugue dissociative sont encore, à ce jour, toujours portées disparues, car malheureusement cette maladie rend les personnes vulnérables, et ces personnes peuvent facilement devenir la proie de personnes mal intentionnées. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est qu'aujourd'hui Amber a retrouvé sa famille, et qu'elle a une nouvelle chance de recommencer sa vie et d'apprendre de ses erreurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu. Comme toujours, notre Instagram ainsi que notre Tipeee sont en barre de commentaires pour donner de la force à la chaîne. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre bienveillance. On vous fait 1000 bisous et on vous dit à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.